Et si Tyler était bien une vraie personne? Comme je l'ai déjà dit, les preuves que Marla n'existe pas ne sont pas moins convaincantes que celles prouvant que Tyler n'existe pas. Après avoir consacré une vidéo à souligner les détails qui montrent qu'il n'existe pas, il est donc désormais temps de considérer que Fight Club nous ment en réalité sur son twist. Et au lieu de penser à tous les détails qui réunissent les deux personnages, voyez plutôt ceci comme une histoire ficelée par Tyler Durden pour profiter d'une personne cherchant désespérément à changer sa vie. Ce que vous imaginiez sûrement la première fois que vous avez vu le film. All the ways you wish you could be, that's me. I look like you want to look, I fuck like you want to fuck, I am smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. Les deux personnages se rencontrent donc dans l'avion et Tyler comprend vite qu'il a affaire à quelqu'un de désespéré, ce qui n'est pas bien difficile à saisir au vu du discours et du comportement du narrateur. Tyler représente tout ce qu'il souhaite être, libre, confiant, intelligent, ce qui lui donne envie de le connaître plus que les voyageurs qu'il rencontre habituellement. Ça tombe bien, il lui a donné sa carte, ils vivent dans la même ville, et l'appartement du narrateur prend feu juste avant qu'il arrive. C'est assez incroyable la façon dont les étoiles s'alignent. En réalité, on sait que Tyler avoue à la fin du film que c'est lui qui l'a détruit, mais aussi qu'il a conseillé au narrateur de s'incriminer lui-même. On le voit quitter l'aéroport peu avant le narrateur, mais on suppose qu'il a eu suffisamment de temps pour le faire. Rappelez-vous que je vous avais dit dans la précédente vidéo que Tyler connaissait les meubles du narrateur. La raison en est en fait très simple, il surveillait le narrateur depuis quelque temps et était déjà allé chez lui. Il a choisi le narrateur comme cible et s'est adapté à lui. Son image extérieure correspond à ce que le narrateur souhaitait devenir, et lorsqu'ils sont seuls, ils partagent une vie inventée pour le tromper. L'histoire du père en est l'un des éléments fondamentaux. Tyler connaissait les problèmes médicaux du narrateur, sa solitude extrême et le sentiment d'abandon qui l'habitait. En ajoutant cela à son métier qui crée une instabilité émotionnelle mais aussi personnelle, il commence à apparaître que Tyler voulait le faire craquer psychologiquement afin que lui-même pense que Tyler n'existait pas. Pourquoi faire tout ça? La raison est évidente mais cachée par le faux twist du film. Tyler souhaitait mettre en place un groupe puis disparaître sans que personne ne se souvienne de son existence, et surtout du fait qu'il était le créateur du groupe en question. Il n'y a plus qu'un pas à franchir pour penser que Tyler Durden a profité de la faiblesse du narrateur. On le voit mettre en place des règles pour gérer le temps de tous les membres du groupe et leur faire penser que le narrateur était Tyler Durden, le créateur du Fight Club. Le véritable Tyler n'avait plus qu'à faire croire aux autres qu'il était un simple pion qui transmettait les ordres du narrateur, et le tour était joué. Vu la dévotion des membres, il aura suffi de mettre en avant la survie du Project Mayhem pour que personne ne pose de questions. Il a ensuite profité des problèmes mentaux du narrateur, en dressant un portrait instable de celui-ci aux autres membres du groupe, pour expliquer pourquoi c'était le vrai Tyler qui donnait les ordres. Et cela est confirmé par les scènes finales du film. Tyler avait prévu la rébellion du narrateur et donné des consignes aux membres du projet Mayhem. On voit bien dans leur réaction qu'ils sont en admiration devant celui qu'ils croient être Tyler. I really admire what you're doing. What? Mais aussi qu'ils ont eu des instructions très claires sur son instabilité. Brave man to word this. You're a genius, sir. You said if anyone ever interferes with Project Mayhem, even you, we gotta get his ball. It's really a powerful gesture, Mr. Durden. It'll set quite an example. You're making a big mistake, fellas. You said you'd say that. I'm not Tyler Durden! You told us you'd say that too. Si Tyler avait été une seule et même personne avec le narrateur, on peut légitimement se demander s'il aurait demandé qu'il se fasse castrer et emprisonner. Cela semble en contradiction totale avec son comportement depuis le début du film, et laisse donc à penser que Tyler existe et qu'il s'est en réalité servi du narrateur. Lorsqu'il décide de disparaître, le plan de Tyler est déjà complètement en place, et comme il l'avait prévu, le narrateur s'effondre psychologiquement. Il se met à douter de tout ce qu'il a vécu et finit par se convaincre que celui-ci n'existe pas, et qu'il est lui-même Tyler Durden. Le système de règles et les preuves mises en place par Tyler servaient à convaincre le narrateur durant la phase où il chercherait à le retrouver. On peut alors se demander à quel moment le narrateur en vient à rêver Tyler, mais c'est au final assez simple de déterminer le vrai du faux. Le narrateur nous indique clairement que Tyler est parti après l'accident, et il ne le reverra plus jamais. And then Tyler? Tyler was gone. Son apparition suivante se fait le crâne rasé, montrant qu'il s'agit d'un Tyler
que le narrateur invente dans sa tête. Alors évidemment, vous allez me parler de ma vidéo précédente et me dire « Oui, mais... » Sauf que j'ai répondu un peu plus tôt à cette problématique dans la partie concernant l'existence de Marla. L'histoire est racontée du point de vue du narrateur, juste avant l'explosion. Un narrateur dont on sait qu'il a de graves problèmes psychologiques et qui se tient un pistolet dans la bouche. Il nous raconte des faits qui se sont passés plusieurs mois auparavant pour certains. Peut-on vraiment faire confiance aux détails qu'il nous livre? Non pas qu'il mente volontairement, il est même fort probable qu'il y croit. Mais si l'on a bien compris quelque chose aujourd'hui, c'est que celui qui joue avec nous, ce n'est pas le narrateur, ni même Tyler Durden, mais bel et bien David Fincher. L'un des thèmes au centre de son film est l'abandon. L'abandon du narrateur par son père, celui de Bob par sa famille, de Marla par le narrateur, ou encore l'abandon de soi dans le Fight Club, fait par tous les participants. Tyler explique qu'il a lui aussi été abandonné par son père et élevé par sa mère. Ainsi, il est presque décevant que l'abandon le plus important du film, celui que l'on vit aux premières loges, n'en soit en réalité pas un. D'autant plus après que l'instigateur de cet abandon ait créé un groupe consacré à encourager nombre de personnes à abandonner métier, famille et possession. La reproduction des actions du père possède une ironie certaine dans le contexte du film, et l'idolâtrie autour de Tyler permet un parallèle. En effet, celui-ci explique dans le film que Our fathers were models for God. If our fathers bailed, what does that tell you about God? No, I don't. Listen to me. You have to consider the possibility that God does not like you. He never wanted you. In all probability, he hates you. Après la référence à Jericho dans la scène finale, on voit que l'imagerie divine possède une place importante dans Fight Club, et sans le dire directement, Tyler est ici comparé à un dieu. Au final, l'objectif pratique de toute cette mise en scène n'a aucune importance. Tyler est peut-être le leader d'un véritable groupe terroriste ou un magnat immobilier faisant une arnaque à l'assurance. Comme le dit le dicton, qu'importe la destination, seul compte le voyage. Mais la maxime qui est ici le plus de mise est certainement la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas.